va repartir. Voilà. Donc, on en était ici effectivement sur les maîtres mots finalement, que ce soit pour le côté repreneur ou que ce soit pour le cédant. L'objectif étant bien entendu d'anticiper dans les meilleures conditions effectivement pour pouvoir justement transmettre sa société de la meilleure façon qui soit, à la fois côté, on va dire, juridique et côté fiscal, mais aussi finalement côté pour que ça se passe au mieux pour l'après-cession pour le cédant. Ce que je voudrais rajouter, Nathalie, c'est que d'un point de vue repreneur, tu parlais d'anticipation et de conseil, c'est fondamental parce que dans le cadre du processus de reprise, à partir du moment où le projet de reprise sur la cible démarre entre le cédant et le repreneur, ce sont des choses qui normalement ont été anticipées, qui ont été faites avant, parce que c'est des sujets qui ne sont absolument pas, et c'est bien naturel, évoqués ou abordés avec le repreneur. Et donc c'est vraiment important d'avoir les idées claires côté cédant pour démarrer le projet de cession en sachant où est-ce qu'il va aller et la façon dont il va y aller basée sur ses conseils. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, on va voir qu'il y a effectivement les aspects psychologiques côté cédant qui sont extrêmement importants. Le côté psychologique, j'ai envie de dire que c'est d'abord, pour le cédant, se poser les questions très en amont. Quand on dit très en amont, c'est en général, on a tendance à conseiller entre 4 et 5 ans avant la date de la transmission officielle. Et la question pour moi qui va être la plus importante, la plus significative, ce n'est pas une question d'ordre technique, mais c'est plutôt la question sur moi cédant, qu'est-ce que je voudrais faire après ? C'est-à-dire quelle vie est-ce que j'envisage d'avoir après le moment où j'aurai transmis. Ça peut être effectivement un objectif de vie de retraité et avec un projet bien spécifique, par exemple faire le tour du monde, mais ça peut être aussi un projet qui n'a strictement rien à voir, simplement de vivre tranquillement à la maison, s'occuper de ses petits-enfants, etc. Mais ça peut être aussi un autre projet de vie pour un cédant qui ne serait pas partant à la retraite, mais plutôt un cédant qui aurait peut-être 45-50 ans et qui, entre guillemets, veut simplement saisir une opportunité et peut-être prendre un petit peu le temps de vivre tranquillement. Donc à ce moment-là, effectivement, les problématiques ne seront pas les mêmes, mais en tout cas, cette question elle va être essentielle parce que c'est elle qui va permettre de définir de combien ou quels seront finalement les besoins de revenus par période ensuite. Dire, oui, je veux vivre telle vie, mais cette vie, elle va me coûter finalement tant. Et cette vie, finalement, aujourd'hui, quand on est retraité, eh bien, c'est un besoin qui va durer au minimum entre 20 et 30 ans environ, puisque l'espérance de vie a fortement grandi. Donc, il faut pouvoir répondre à cet objectif-là. Si j'ai bien répondu à cette première question, déjà, je peux commencer, moi, en tant que cédant, à me projeter et à anticiper justement la phase de transmission. Et quand j'ai phase de transmission, c'est aussi se poser la question sur une des préoccupations, on va dire, essentielles, c'est à qui est-ce que je veux transmettre? Est-ce que je vais transmettre à des enfants, par exemple? Est-ce que j'ai peut-être potentiellement la possibilité de faire reprendre mon entreprise par des salariés? Ou est-ce que je vais faire reprendre mon entreprise plutôt par des tiers? Et en fonction de ces objectifs-là, je vais pouvoir ensuite définir finalement quels vont être les outils juridiques et fiscaux qui vont pouvoir découler de mon organisation. Donc, les outils fiscaux, finalement, ce n'est pas la chose que je mettrai en avant au départ, mais plutôt effectivement le dirigeant qui va être remis au cœur du projet de transmission. Donc, voilà, anticiper pour moi, c'est principalement m'organiser moi sur ma vie future. Ça va être également ne pas oublier d'organiser mon entreprise et faire en sorte que mon entreprise soit effectivement, entre guillemets, vendable et surtout que les salariés qui soient là, justement, puissent assurer la continuité de la bonne gestion de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, comme tu le soulignes, Nathalie. À l'occasion des premiers rendez-vous cédant-repreneur, le projet de vie du cédant est quelque chose qui est souvent utilisé pour qualifier la cible, et en partie, ou plutôt le cédant, sur l'aspect est-ce que mon cédant est un vrai cédant ou est-ce que c'est quelqu'un qui est curieux et qui s'intéresse à savoir combien vaut son entreprise ou combien on est prêt à lui proposer de façon
un petit peu opportuniste. Et cette maturation-là, cette maturité dans la construction du nouveau projet détermine assez rapidement finalement, est-ce que je vais passer en tant qu'entrepreneur du temps sur cette cible parce que mon cédant est un vrai cédant, parce que sur le papier à ce stade-là, l'entreprise a un certain nombre d'atouts, puisque les choses sont claires, elles ont été préparées, elles ont été anticipées, ou alors est-ce qu'on a affaire à un cédant curieux qui est intéressé par voilà, pour voir un peu ce qui se dit et ce qui se fait sans réelle motivation. Et c'est souvent cette étape-là qui permet de le diagnostiquer. Donc on voit bien effectivement l'aspect psychologique pour le cédant est à la fois important pour lui, mais aussi finalement pour le repreneur qui est en face. Alors justement, si on se positionne cette fois-ci côté le repreneur, il a aussi beaucoup d'aspects psychologiques à prendre en considération et une grande étape aussi de préparation. Alors quand on dit préparation, anticipation, c'est oui, effectivement, quel va être le type d'entreprise que je souhaite reprendre, mais j'ai envie de dire, ça va même bien au-delà de ça, puisque la reprise d'une société, c'est également la préparation pour une nouvelle étape de la vie, finalement. Et cette nouvelle étape de la vie, ça nous emmène, nous, en tant qu'individus, mais ça engage également beaucoup la famille, à la fois parfois sur des choix géographiques, peut-être de secteur géographique, mais ça peut être aussi un engagement, un changement pour la famille au niveau du niveau de vie. C'est vrai. Il y a effectivement, dans le cadre d'un projet de cession, plusieurs typologies de repreneurs. On peut avoir des personnes morales qui peuvent s'intéresser à votre société. On peut avoir des salariés. On peut avoir la famille. Moi, je vais parler de ce que j'ai fait en tant que repreneur personne physique. J'étais salarié avec une rémunération convenable dans un grand groupe. Je me suis retrouvé au chômage avec une forte diminution de mes revenus, avec des délais de carence tenant compte de ma situation personnelle, avec une durée de chômage. Et donc tout ça a créé dans mon environnement familial, et ça avait été important de l'anticiper, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de précarité finalement, même si on ne se plaint pas de la façon dont on a avancé sur ce projet de reprise. Et donc, ça contribue d'un point de vue psychologique forcément à de la pression, puisque le projet de reprise représente la sortie de cette phase transitoire, de cette transition professionnelle, représente l'opportunité et le risque de reprendre une bonne ou une mauvaise société. Et quand je dis bonne ou mauvaise, c'est celle qui va correspondre à ce que vous recherchez parce que vous vous sentez fort dans cette activité et qui va permettre de prendre du plaisir au travail, de maintenir l'emploi, de développer une activité et bien évidemment d'en tirer une rémunération pour retrouver un train de vie, pas forcément le même qu'avant, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui permet à l'ensemble de la famille de retrouver un équilibre. Et un point qui est fondamental, c'est cette notion de chronomètre, puisque, et ça peut créer des tensions entre le planning repreneur et le planning cédant. Le cédant, en tant qu'entrepreneur, doit à la fois gérer la vie de son entreprise avec sa partie récurrente, sa partie exceptionnelle, doit gérer sa partie personnelle en termes de projets, de nouveaux projets de vie, et doit en même temps répondre à des demandes repreneurs qui sont normalement des plus légitimes, mais qui sont à la fois chronophages et qui peuvent, on verra tout à l'heure, être perçus comme étant assez intrusives, puisque, on verra tout à l'heure au moment des étapes sur les audits d'acquisition, il y a pas mal d'implications du cédant qui sont requises. Donc tout ça crée, d'un point de vue psychologique, finalement un décalage dont il faut être conscient parce que ça peut empêcher un bon deal de se faire pour des raisons d'incompréhension, de stress ou autre. Et là aussi, c'est pareil, la capacité à s'entourer d'un point de vue personnel en tant qu'entrepreneur sur la partie, l'effet miroir finalement du cédant, sur la partie sociale et patrimoniale, permettent petit à petit de construire des briques qui permettent de sécuriser l'ensemble du projet. Donc effectivement, comme on le voit, les aspects psychologiques pour le repreneur sont assez importants. Et à G2R La Mondiale, effectivement, un savoir-faire, une expertise assez importante dans ce domaine-là, puisque nous proposons effectivement à l'ensemble des repreneurs partenaires donc, de la Chambre de commerce la réalisation de ce qu'on appelle un audit de protection sociale et patrimoniale avant la reprise. Donc cet audit, il a tout simplement en fait pour objectif
de vous montrer comment fonctionne justement la protection sociale d'un dirigeant d'entreprise, quel que soit son statut, c'est-à-dire qu'il soit travailleur non salarié ou qu'il soit salarié, et de vous accompagner pour voir justement, de mesurer finalement quels sont les impacts de ce choix de statut sur votre protection sociale à vous, mais aussi de votre famille. Donc typiquement, on va retrouver effectivement des préoccupations qui sont les vôtres, puisque pour beaucoup, effectivement, vous basculez d'un statut de salarié dans lequel votre protection sociale est très bien organisée. Vous n'avez entre guillemets pas à vous en préoccuper puisque votre employeur a fait les choses pour vous, notamment au niveau de tout ce qui va être le domaine de la mutuelle santé, prévoyance et retraite. Et là, effectivement, va arriver un passage où vous basculez sur un régime souvent au Pôle emploi, donc pendant lequel vous avez à la fois perception d'une rémunération, certes, mais aussi ce qu'on appelle la portabilité des droits, c'est-à-dire que vous avez un maintien de votre protection sociale, mais qui n'est que temporaire. Donc, il faut effectivement prévoir ensuite les choses. Donc, cette étude, effectivement, elle peut être réalisée et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas il faut le faire vraiment très en amont, ne pas attendre la dernière minute parce que c'est quand vous êtes effectivement en phase de réflexion, de préparation que vous avez encore le temps de vous occuper de ces sujets-là. Alors ensuite, le bon accompagnement, effectivement, on l'a vu, il y a plein de préoccupations que va avoir le cédant et le repreneur, mais finalement, ces préoccupations, eh bien, s'il est bien entouré, s'il a un bon accompagnement, ce sont des choses qui peuvent être assez rapidement, finalement, ou en tout cas, bien gérées. Donc, dans le choix des conseils pour le cédant va se poser la question sur les conseils qui existent déjà, et peut-être en prendre aussi de nouveaux, parce que les nouveaux auront peut-être aussi une capacité à avoir une objectivité peut-être différente. Et puis surtout, ils auront peut-être des sujets qui n'ont pas été traités par le conseil déjà présent, qui est souvent notamment expert comptable. Donc souvent, on a besoin aussi de s'entourer d'autres professionnels, c'est-à-dire d'une part un avocat, d'autre part peut-être un notaire spécialisé en transmission d'entreprise, mais ça peut être aussi différents types d'autres sociétés, par exemple la chambre de commerce, qui peut proposer notamment la réalisation d'un comité d'appui à la transmission, qui est un bon élément et un bon moment notamment pour faire un premier, une première phase d'évaluation en tout cas sur la cession de son entreprise, rencontrer d'autres conseils, se poser de bonnes questions. Le maître mot là également, si je devais donner un mot important pour moi, c'est la bonne entente et surtout le travail en interprofessionnalité. Alors, interprofessionnalité, c'est échange des informations entre les conseils, certes, mais avec un pilote, et le pilote restant toujours le dirigeant d'entreprise. C'est tout à fait exact. D'un point de vue repreneur, on va retrouver de très fortes analogies puisque on travaille, c'est une équipe que l'on doit constituer puisqu'on ne va pas mener le projet de reprise de façon seule, on n'a pas les compétences. Et donc, il faut s'appuyer sur les bonnes personnes. Il y a des compétences techniques qui effectivement font qu'un bon conseil pour les affaires de tous les jours n'est pas forcément le bon sur un projet de reprise qui fait appel à des compétences particulières. Par exemple, dans mon cas, j'ai pris un avocat spécialisé dans la transmission. J'en ai changé sur la partie ensuite l'exécution courante des contrats dans le cadre du business. Il y a une notion qui est fondamentale, c'est la proximité, puisque il y a un certain nombre d'étapes sur un projet qui va durer entre 6 et 18 mois, des rendez-vous, des analyses, des échanges, des doutes, des craintes qui font que la proximité va être forcément un facteur facilitant. Et puis, une notion de complémentarité. Les choses étaient très simples. Il y avait l'expert comptable qui gérait les chiffres, l'avocat qui gérait les lettres. Et à partir de là, le rôle des responsabilités était particulièrement simple. Et comme tu le soulignais, côté équipe de reprise, le leadership du repreneur, puisque on peut avoir affaire à des conseillers indépendants de leurs compétences techniques qui peuvent avoir, tenant compte des échanges qu'ils peuvent avoir avec leurs confrères côté cédant, des envies d'exister et donc parfois un risque que la communication nous échappe, d'où l'intérêt d'une part d'une relation très forte entre le repreneur et le cédant,
entre le cédant et le repreneur, basé sur la confiance, et ça s'établit au cours des premiers rendez-vous. Et puis, la définition d'un rythme, des étapes et d'une communication toujours systématique, directe, entre le repreneur et le cédant, pour éviter le cas échéant, ça n'arrive pas à chaque fois. Moi, dans mon projet de double reprise, il m'a échappé une fois, ça m'a fait perdre 8 mois sur le projet de reprise d'une des deux cibles, finalement en réussissant à récupérer le dossier par une communication directe avec mon cédant, de telle façon à restaurer ce sentiment de confiance, puisque de toute évidence, que ce soit de son côté ou que ce soit d'une autre, la communication avait été déformée, ou en tout cas mal comprise, entre ce que j'avais dit à mon avocat, qu'il avait dit au sien, qui le lui avait dit. Et donc à la fin, c'est lorsqu'on a réussi à se reparler et à reposer les fondamentaux de notre relation de confiance qu'on a pu reprendre nos discussions et arriver au bout. On parle des conseils, il y a les conseils entre guillemets rémunérés, que sont l'expert comptable et l'avocat. Il y a dans l'écosystème de la reprise, on a parlé de l'aide que peut apporter la Chambre de commerce, en particulier Nord-Isère dans la région Rhône-Alpes, et puis également le CRA qui fait un travail remarquable de facilitation, de formation pour donner aux repreneurs une âme de repreneur en maîtrisant parfaitement la technique de la reprise, ce qui permet de se concentrer sur la seule chose finalement qui est difficile, puisque la technique se maîtrise assez facilement, la technique de reprise, c'est la psychologie, comme tu le soulignais tout à l'heure, parce que c'est là où se situe la principale difficulté. Établir dans un délai relativement court, dans un contexte d'inquisition, un sentiment de confiance qui compense quelque part les doutes et la précarité du repreneur dans le cas d'une personne physique. Et c'est toute cette dualité qui, de mon point de vue, est complexe lorsqu'on est cédant. Merci David. Alors ensuite, effectivement, on a un autre point qu'on va aborder assez rapidement, mais qui reste sur la valorisation. Et la valorisation qui a un aspect aussi finalement, alors très, comme ça on pourrait dire, assez chiffré, donc assez factuel. Mais pour autant, ce dont on se rend compte finalement, c'est que souvent, il y a le côté aussi très psychologique qui entre en jeu là-dessus aussi. Puisque pour le cédant, on a effectivement tous les outils de valorisation comptable et ça, vos experts comptables sont tout à fait à même et sont vraiment les meilleurs dans le domaine pour vous accompagner sur ce sujet. Mais pour autant, le point sur lequel il faut être assez vigilant, c'est ne pas mettre en parallèle, en fait, faire attention avec la valorisation économique de votre société et la valeur qui pourrait être une valeur cette fois-ci très affective. Mais j'ai envie de dire que finalement, quand on se rend compte des choses, le point qui va être le point majeur, c'est que la valeur, elle va être réellement déterminée certes par des chiffres, mais également surtout par la capacité de financement et la capacité aussi finalement et l'aval de votre banquier finalement. Parce que une valorisation d'entreprise ne vaut que si derrière elle va être finançable. Donc certes, on va avoir la valeur affective, la valeur économique, et ces valorisations-là d'ailleurs vont pouvoir être, si on s'y prend très en amont, vont pouvoir aussi être impactées par des outils, notamment le passif social de l'entreprise, qui peut être très fortement réduit lorsqu'on s'y prend un petit peu en amont et qu'on réorganise l'organisation de son entreprise. Ça va être également lié à ce que j'appelle l'autonomie de fonctionnement ou les zones clés. Alors ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est qu'on a des entreprises, parfois familiales ou autres, qui sont extrêmement, dont la valorisation est extrêmement liée aux dirigeants. Et l'idée, en fait, c'est que plus on s'y prend en amont, c'est d'essayer de transférer cette fonction, on va dire, de direction, de management, etc., du dirigeant vers un ou plusieurs zones clés. Ce qui va faire que l'entreprise sera effectivement beaucoup plus facilement reprise derrière et vendable finalement. Et donc, la valorisation qui ne sera que meilleure. Donc voilà, ces outils-là, effectivement, c'est assez vaste, divers et variés. Mais en tout cas, quand on s'y prend bien en amont, on peut faire beaucoup de choses pour valoriser son entreprise et faire en sorte qu'elle soit bien vendable. C'est clair que
on a l'habitude de dire que le bon prix, c'est celui proposé par un repreneur, accepté par un cédant et finançable par un établissement bancaire. On constate assez fréquemment sur la multitude des dossiers que j'ai pu ouvrir que bien souvent, le cédant a l'intime conviction d'un prix parce que quelqu'un le lui a soufflé, suggéré ou il a demandé à quelqu'un de bienveillant, sur lequel il y a un certain nombre d'enjeux qui font que cette valorisation, comme toute technique de valorisation, peut être extrêmement contestable parce que vous allez demander l'avis à 10 personnes, vous allez avoir 10 valos qui vont s'appuyer sur autant de techniques et en tenant compte ou pas du caractère immatériel de l'entreprise. Donc ça, c'est fondamental. Moi, le conseil que je pourrais demander aux cédants, que je pourrais proposer aux cédants, c'est d'écouter plusieurs personnes, de prendre plusieurs avis. La Cécile Norizer le fait régulièrement, c'est un avis. Olivier n'a pas la science infuse, c'est son intime conviction tenant compte du nombre de dossiers qu'il a vu passer. Votre expert comptable en voit passer, votre avocat en transmission également, le CRA, des mandataires de cabinet de FUSAC. Voilà, alors effectivement, c'est beaucoup de personnes qui vont être potentiellement au courant d'une intention de vendre, mais ça, vous verrez que ça pourra aussi vous faciliter la vie pour vous mettre en relation avec des repreneurs de qualité. Et ça vous permettra d'acquérir une intime conviction, justement, et je pense que c'est extrêmement difficile parce que c'est bien souvent le fruit de beaucoup de travail, une façon de limiter le facteur affectif qui malheureusement n'est pas finançable. On parlait des établissements bancaires, ils ont une logique qui est extrêmement pragmatique, hein. Ils vont se baser sur les 3 dernières années de bilan, ils vont appliquer des règles de valorisation. S'ils ne trouvent pas la même chose que vous, ou si le business plan du repreneur extrêmement prudent ne met pas en évidence un remboursement avéré de la dette senior, égale pas de financement. Et contrairement, et ça va être instruit par des personnes qui ne connaîtront pas le repreneur, mais qui vont se baser sur des fiches remplies par les chargés pro qui vont recevoir avec bienveillance le repreneur. Donc, dans certains cas, des arbitrages régionaux pourront avoir lieu, mais très honnêtement, l'efficacité d'un plan de financement, elle va baser sur une valorisation pertinente, parce qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de repreneur magicien, il n'y a pas de cédant magicien. Il y a beaucoup de factuels, et à la fin, il n'y a que les chiffres qui comptent. On peut dire un point sur quand est-ce que ces notions de valorisation rentrent en ligne de compte. Moi, la façon dont je l'ai géré, ça a toujours été d'aborder la question de la valorisation de façon un petit peu macroscopique au début du processus, après avoir, comment dirais-je, déjà de m'être assuré que la société me correspondait, que j'avais la possibilité de m'entendre avec le vendeur, pour ensuite faire des audits. Une fois que j'avais cette intime conviction que le dossier était sérieux, que j'allais, parce que les audits, ils peuvent être extrêmement multiples, ils doivent l'être, pour acquérir l'intime conviction qu'il n'y ait pas de loup, puisqu'on parlait de l'anticipation. À partir du moment où le cédant serait dans une logique d'habiller la mariée, eh bien, il va falloir s'assurer justement que le cédant n'a pas été dans cette logique et qu'il n'a pas habillé des comptes. On sait qu'il y a un certain nombre de techniques qui existent et qui sont à identifier, qui sont à débusquer, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il y a un caractère intrusif, parce que non pas qu'on n'a pas confiance, mais en tant que repreneur, on a le devoir de reprendre une société qui va permettre de maintenir l'activité, de la développer et de se rémunérer. Et donc, ces audits, ils sont juste là pour vérifier que les déclarations, finalement, qui ensuite vont être, d'un point de vue juridique, reprises dans la garantie d'actifs passifs, dans le cadre des rachats des titres, pertinents et justes, et qu'il n'y a pas de loup dans la bergerie. À quel moment? En général, moi j'ai fait 2 reprises avec des audits à 2 moments, une fois entre la LOI et le protocole, et une fois après le protocole. Il y a une dimension économique qui est liée aux audits, puisque vous allez faire intervenir certains de vos conseils, en particulier sur la partie expertise comptable, hein, qui ressemble finalement à une deuxième clôture des 3 derniers exercices, dans lequel votre expert comptable va auditer les comptes et vérifier qu'il n'y a pas de loup. Alors celle d'un expert comptable ou d'un commissaire en compte, en tout cas c'est un peu le même principe. Et puis sur la partie légale et juridique, pour s'assurer que les contrats, les factures, les machins, les trucs et les bidules, tout ça respecte la loi pour éviter d'avoir des risques de requalification. J'ai envie de dire qu'en ce qui me concerne, je pense qu'on a fait les audits plutôt pas trop mal, puisque post-reprise égale potentiel contrôle social et contrôle fiscal. On est sorti brillamment du contrôle social
où on a eu aucun redressement. Et on est en audit, en contrôle fiscal, sur lequel l'inspecteur, après quelques sessions d'investigation, nous a dit, écoutez, bah, je ne sais pas encore quand je reviendrai, mais je reviendrai peut-être pour vous dire que c'est terminé. Donc, je pense qu'on a fait du bon boulot sur les audits, et ce bon boulot sur les audits n'a été possible que parce que mes cédants, en tout cas sur cette société-là, le cédant n'avait rien à cacher, et donc a ouvert massivement ses livres pour qu'on puisse acquérir cette intime conviction qu'elle était gérée en bon père de famille. Donc, je rajouterais juste un mot effectivement concernant la valorisation pour le cédant, puisque là, on a beaucoup parlé de la valorisation dans le cadre d'une cession à tiers. Ne pas oublier, si on est dans le cas d'une transmission familiale à des enfants par exemple, avec le choix, pourquoi pas, de faire une partie de donation, une partie de cession, que la valorisation devra répondre finalement aux mêmes préoccupations, c'est-à-dire que la valorisation n'est pas une valeur ni affective, ni de dire je vais être au minimum pour transmettre le plus possible à mes enfants. Non, ça ce serait une fausse bonne idée comme on dit, puisqu'après effectivement il pourrait y avoir une requalification. Donc la valorisation, même dans le cadre d'une transmission familiale par donation, doit être juste, hein, simplement. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va regarder, c'est finalement quels sont les outils de mise en relation côté cédant et côté repreneur, puisque côté cédant, j'ai envie de dire qu'on est souvent sous une contrainte que l'on va se mettre peut-être à soi-même, mais en tout cas une contrainte de confidentialité, de dire quand est-ce que je vais pouvoir en parler, comment est-ce que je vais faire savoir ma volonté de transmettre mon entreprise, mais sans que tout le monde le sache et sans que forcément mes concurrents, mes confrères, etc. soient au courant. Je voudrais simplement, en fait, moi, en tant que cédant, voilà, communiquer, certes, mais communiquer auprès des bonnes personnes, finalement. Et donc, effectivement, là, je dirais que le plus important, ce sera peut-être de s'entourer d'un réseau de conseils, peut-être en parler justement à son expert comptable, à un notaire, à un avocat, à des sociétés effectivement comme la chambre de commerce, prendre contact directement avec eux et c'est eux qui pourront ensuite effectivement mettre en relation les cédants avec des repreneurs. Il y a aussi un certain nombre de sites internet qui existent aujourd'hui, avec des sites internet voilà, sur lesquels vous pouvez commencer à créer aussi une mise en relation complètement confidentielle. Alors, il y a un site aujourd'hui qui est beaucoup utilisé et qui fonctionne relativement bien, ça s'appelle Meet Pro, et qui vous permet justement d'avoir des mises en relation entre cédants et repreneurs sur la France entière. Donc, lorsqu'on recherche effectivement une typologie d'entreprise bien particulière, je peux aller voir, moi, en tant que cédant, par exemple, les fiches des repreneurs et si je le souhaite, peut-être demander à être mise en relation, sachant que tout cela reste bien entendu confidentiel. Cette confidentialité, elle est effectivement extrêmement importante et finalement, on peut la juger comme étant en opposition avec l'absolue nécessité de mise en relation entre cédant et repreneur, puisque le cédant, il a tout intérêt à ce que un certain nombre de repreneurs qualifiés, c'est-à-dire pas des touristes, lui soient présentés pour qu'il puisse les évaluer et se projeter sur une session aux bonnes conditions, avec le bon profil, bien souvent avec un repreneur qui va avoir pour mission de pérenniser la société qui parfois a été créée par le cédant lui-même. De la même façon, le repreneur, il va être avec les outils qu'il va créer, que ce soit sa fiche de cadrage qui répond finalement à une problématique de CV, repreneur, dans lequel il va décrire précisément ce qu'il cherche pour qu'un cédant ou un intermédiaire puisse dire bah, tiens, là il y a un match entre ce que tu recherches et j'ai entendu dire que, ou telle personne m'a contacté, ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc tout cet écosystème sous couvert de confidentialité, c'est-à-dire que c'est pas que ça se sait pas, si ça se sait pas, ça se vendra pas. Si personne n'est au courant que vous voulez vendre, à part un peu de chance où un repreneur épluche une base de données et vous envoie un courrier, ça arrive. En l'occurrence, une de mes deux sociétés, je l'ai faite par approche directe avec un joli petit courrier en disant j'ai vu votre activité, elle m'intéresse, rencontre-nous. 6 mois plus tard, je lui ai racheté son fonds de commerce. La deuxième, elle était intermédiaire avec une annonce claire, précise, qui décrivait les qualités requises du repreneur, dans lequel je me suis identifié. J'ai signé mon engagement de secret. On va désactiver ce message.
Voilà. Et donc après, mise en relation, engagement de secret, mise en relation, et puis début des discussions pour faire connaissance. Donc, fiche de cadrage, se présenter, rentrer dans l'écosystème. On a les clubs de repreneurs qui sont des clubs qui sont importants parce que ça permet de s'intégrer dans une communauté de reprise et de partage de bonnes pratiques. Donc en ce qui me concerne, moi j'étais au club de repreneurs de la CCI Nord-Isère ainsi qu'en club de repreneurs au CR. Enfin, on va conclure maintenant par les étapes de la transmission. Donc, un certain nombre d'étapes qui vont être réalisées alors en amont, étapes de son côté, et le repreneur va réaliser aussi un certain nombre d'étapes de son côté. Donc, dans les principales étapes du cédant, ça va être, on l'a vu, simplement ici c'est un rappel, de définir quel va être le projet de cession, c'est-à-dire se préparer à la transmission, quand, pourquoi, comment, etc. Se préparer aussi à transmettre, et quand j'ai se préparer à transmettre, c'est moi en tant que dirigeant, savoir quel va être mon projet de vie après la transmission. Mais c'est également préparer finalement mon entreprise. Et préparer mon entreprise va passer par un diagnostic que je peux réaliser moi-même, mais que je peux réaliser aussi avec les conseils qui sont présents déjà autour de moi. Réaliser bien entendu l'évaluation puisque j'ai besoin de connaître quel va être le montant ou la valeur de mon entreprise et surtout quelle va être la valeur, comme on l'a dit, finançable derrière. Enfin, je pourrais définir un mode de cession. Alors, quand je dis définir un mode de cession, c'est à qui? Est-ce que c'est une transmission familiale, à des salariés ou bien encore à des tiers? Et dans ce mode de cession, je vais pouvoir également définir les outils fiscaux, c'est-à-dire est-ce que je transmets par cession, donc par vente, ou est-ce que je transmets en tout ou partie par donation, avec un certain nombre d'outils qui existent, notamment la donation avant cession, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est simplement des outils fiscaux qui pourront être utilisés et que l'on va choisir, retenir avec les conseils, une fois qu'on aura bien préparé les choses et qu'on sait où on veut aller. Et puis, bien entendu, l'étape majeure, c'est faire connaître son intention de transmettre l'entreprise. Puisqu'après après cette intention va dérouler un processus cadré dont les techniques sont connues et éprouvées qui permettent d'aller jusqu'à la session, à la signature de l'acte de cession. On va retrouver côté repreneur des étapes très similaires finalement à celles du cédant, avec le projet de reprise, avec l'état des lieux de compétences pour trouver la cible qui va correspondre à ce que le repreneur va pouvoir lui apporter. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Faire un bilan financier sur son apport, sur ses moyens, sur ses ressources qui vont être ou pas allouées au projet de reprise. Est-ce qu'on va partir seul, en association, de la love money, avec des fonds d'investissement? Donc tout ça définit finalement une taille de cible idéale qui corresponde au projet du repreneur. Moi, j'ai travaillé en club de repreneurs avec des profils équivalents, mais qui avaient des projets de reprise très différents. J'en ai qui sont partis à 25% du capital avec fonds d'investissement sur des très belles sociétés, d'autres qui sont partis sur des toutes petites sociétés parce qu'ils se sentaient beaucoup plus l'âme de développeurs. Et donc, il n'y a pas de bon modèle. Le seul bon, c'est celui qui correspond au profil du repreneur et qui trouve la cible qui correspond à ces différents critères. Et donc, une fois effectivement que chacun de son côté a préparé et anticipé ces différentes étapes, eh bien, il va y avoir justement cette fameuse mise en relation. Et à partir du moment où le cédant et le repreneur sont maintenant en relation, eh bien, il va y avoir toutes les étapes différentes que sont la négociation, le protocole, etc., qui va aboutir, on l'espère, effectivement, jusqu'à la signature de la cession. Sachant que la signature de la cession, c'est la fin du projet de reprise, mais c'est le début à la fois de la nouvelle vie du cédant et de la nouvelle vie professionnelle du repreneur. J'ai envie de dire que ça, c'est de la technique, c'est pas forcément très simple, mais c'est pas non plus compliqué, c'est juste complexe. Il y a des étapes, il y a des règles, il faut les suivre, il faut les dérouler. Les cédants et les repreneurs peuvent suivre des formations extrêmement abouties dans ce domaine. Les clubs de repreneurs permettent aussi par l'intervention d'un certain nombre d'experts, de découvrir les méthodes techniques de cette transmission. Encore une fois, ce qui est difficile, c'est la psychologie, c'est l'intuition, c'est finalement cette démarche, c'est le sens que vous donnez à la démarche entrepreneuriale.
Mais c'est clair que cette technique, que ce soit à la chambre de commerce ou au CRA, c'est des choses qui peuvent se maîtriser assez facilement. Et les conseils, de toute façon, guident le cédant et le repreneur sur des méthodes avérées. Et ce n'est pas là où se trouve la difficulté. Juste si Oui. ça peut quand même y avoir une difficulté, c'est qu'il va y avoir une dimension juridique qui, pour certains cédants, peut être une vraie découverte, un vrai choc psychologique, puisque dans le cas en particulier d'un rachat de titre, il y a une garantie d'actifs passifs dans lequel le cédant va lui demander d'écrire qu'il n'y a pas de problème réglementaire, qu'il n'y a pas de problème social, qu'il n'y a pas de problème technique, qu'il n'y a pas de problème de ci, finalement qu'il n'y a aucun problème, et que si jamais le cédant, le repreneur découvre qu'il y a un problème, il va pouvoir lui faire payer en déduction du prix de vente. Et ça, c'est un mécanisme qui est un mécanisme d'assurance. C'est pas forcément la preuve qu'il y a un problème, mais c'est comme ça que ça se fait. Et ça, c'est important de bien comprendre le sens de cette garantie d'actifs passifs, puisque très clairement, moi, aujourd'hui, je suis à 12 mois de reprise sur une de mes sociétés. J'ai pas activé de gaffe parce que j'étais arrivé à l'intime conviction qu'elle était gérée en bon père de famille, qu'il n'y avait pas de loup. Et cette transparence, finalement, c'est aussi un gage. Non pas qu'il n'y a pas eu des petites choses, mais finalement, c'est des processus qui sont complexes à mettre en œuvre. Et donc, il faut qu'il y ait manifestement, en tout cas, c'est ma perception de repreneur, s'il y avait eu manifestement volonté de me la faire à l'envers, j'aurais peut-être activé la gamme sur des petits montants. Mais pour autant, il y avait, voilà, c'est la vraie vie. La cible parfaite n'existe pas et c'est des petits aléas qui font que ça fait partie des choses qu'une bonne valorisation bien financée a permis de gérer. Donc effectivement, ce qui va être important, ce que tu dis, c'est d'avoir une bonne communication aussi entre le cédant et le repreneur. Une bonne entente va permettre finalement de faire en sorte que la transmission se passe dans les meilleures conditions. Alors, on a fait à peu près le tour pour notre webinaire. Ce que l'on vous propose simplement, c'est qu'au niveau de la Chambre de commerce Nord-Isère, la Chambre propose en fait à l'ensemble de ses adhérents de bénéficier justement d'un audit de protection sociale qui va être réalisé par un des conseillers AG2A mondial en local. J'insiste bien puisqu'on l'a vu tout à l'heure, effectivement, la proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et cet audit de protection sociale, il a tout simplement pour objectif d'anticiper les choses et de vous aider à mieux comprendre cette nébuleuse que peut être aujourd'hui la protection sociale, c'est-à-dire la prévoyance. Qu'est-ce que la retraite? Comment est-ce qu'elle est calculée aujourd'hui? À quoi est-ce que j'ai droit? Et ça, c'est à la fois vrai pour, certes, le cédant, qui lui va être peut-être plus dans l'approche de dire la retraite, pour moi, c'est quand? C'est combien? C'est est-ce que éventuellement derrière, lorsque j'aurai transmis mon entreprise, je pourrai accompagner le cédant parce qu'il va me manquer des trimestres? Et si oui, sous quelle formule, entre guillemets, je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais être salarié de l'entreprise? Est-ce que je peux faire du cumul emploi-retraite, etc. Mais ça va être aussi, bien entendu, pour le repreneur, apprendre ces mécanismes-là et les apprendre à la fois pour lui, mais finalement aussi à la fois pour ses salariés, puisque les outils de prévoyance, de mutuelle santé, de retraite sont aussi, alors, pour un certain nombre des outils qui sont définis de façon conventionnelle, mais pour d'autres aussi qui sont des outils finalement de motivation, de fidélisation des salariés. Donc cette étude, effectivement, c'est quelque chose qui prend environ, on va dire, 2 heures, 1 heure de découverte, 1 heure de restitution, mais qui vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Ce que je dirais en termes de conclusion également, c'est que, bien entendu, pour le dirigeant, finalement, il ne faut pas passer à côté de prendre le temps justement de s'occuper aussi de soi et de sa famille. Puisque souvent, effectivement, quand on est repreneur, on va rechercher effectivement la bonne cible et on est souvent pris par le temps. Et notamment, à partir du jour où j'ai signé le protocole et qui plus est la cession d'entreprise, là, à ce moment-là, j'ai plus du tout de temps pour moi. Je pense que David confirmera les choses. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que de s'occuper de soi et de prévoir les choses, anticiper les choses bien en amont, c'est toujours mieux de le faire. Et puis surtout aussi prendre des avis finalement, des avis qui peuvent être des avis neutres, des avis objectifs auprès des différents conseils, faire croiser les informations avec l'expert comptable,
avec le notaire spécialisé en transmission d'entreprise, ça va être aussi des choses qui sont importantes. C'est clair que ces recommandations, c'est quelque chose qui est fondamental. Dans mon cas particulier, c'était ma connaissance d'Olivier Loridon qui t'avait demandé qui t'avait proposé d'intervenir, qui nous avait permis de faire connaissance, ensuite de travailler sur ma problématique personnelle, finalement d'accompagner, de mettre en place les choses sur mes sociétés, sur un certain nombre de produits qu'AG2R La Mondiale met en place. Et cette relation de confiance fait que, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas être compétent sur tout. On a besoin de s'appuyer sur des gens bienveillants, compétents, qui ont les bons produits, les bonnes solutions. Et c'est ce qu'on a trouvé en travaillant ensemble. Merci, Nathalie. Merci, David. Eh ben, merci à tous les deux. Je fais juste un petit coucou pour vous remercier tous d'avoir été présents. Je voulais remercier grandement Nathalie pour nous avoir présenté ce webinaire. Merci beaucoup. On continuera à en faire dans les mois et les années qui viennent, j'espère. David, un grand merci à toi. Bon vent à toi. Et je suis sûr que tu vas t'éclater dans tes nouvelles aventures d'entrepreneur. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures sur le webinaire. Merci beaucoup.